Vous le sentez? Vous aussi? Ce mal-être, cette confusion ambiante, l'impression que tout nous échappe? C'est curieux. En théorie, on n'a jamais vécu à une ère de l'humanité avec accès à autant d'informations, d'opportunités, travail, amour, loisirs, et pourtant on a du mal à les saisir. Et quand on les a, on ne se projette pas. Toute la journée, on croise des dizaines et des dizaines de personnes, et pourtant on se sent un peu seul. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, on a à la fois l'impression que tout le monde a une vie incroyable, meilleure que la nôtre, et en même temps que tout va mal. Paradoxal. Abondance des plaisirs, mais chute du bonheur. Pourtant, on ne fait rien de particulier. C'est pas comme si on se tirait volontairement une balle dans le pied, non. Mais c'est comme si on n'avait pas de prise. Comme si la vie nous filait entre les doigts. Comme si l'époque était liquide. Alors, sans repère, sans radeau, on est comme des naufragés au milieu de la mer, on se noie. Mais pour ne pas couler, pour avoir une respiration, se recentrer, éclaircir toute cette confusion, il y a une solution. On y viendra plus tard. Pour commencer, examinons quelles sont les causes de ce mal. Qui sont ces brigands qui nous dérobent notre bonheur? J'en identifie 3. D'abord, le règne de la donnée, qui nous détermine et qui perturbe notre rapport au monde. Ensuite, l'opinion immédiate, ce bruit constant, ambiant, qui nous épuise et qui brouille notre rapport aux autres. Enfin, notre intelligence en compétition, ce qui altère notre rapport à nous-mêmes. Regardons-les de plus près. Le règne de la donnée. Très simplement, on le constate tous les jours. Quand on scrolle sur TikTok, qu'on stream sur Netflix, qu'on veut passer à l'achat sur Amazon, sur Vinted, qu'est-ce qui nous est montré? Un produit, un service, qui statistiquement a le plus de chances de nous plaire parce qu'il plaît en moyenne à quelqu'un qui nous ressemble. On ne le connaît pas, on ne le verra jamais. Mais en moyenne, il nous ressemble, il a du moins les mêmes goûts, les mêmes choix. Mais certes, c'est très confortable. On est rarement déçu. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Mais non seulement ce confort encourage une forme de paresse, de fainéantise, mais il y a pire. Un choix préféré par autrui n'est pas forcément préférable pour soi. Et surtout, on se prive de l'expérience ultime. Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a été vraiment exalté? Ou au contraire, qu'on a vécu une expérience atroce, terrible, mais qu'on a vécu intensément, pleinement? Le règne de la donnée, c'est un règne de la moyenne. Et la moyenne, ça finit souvent par être médiocre. On est sur des rails, tout tracé, ça avance, c'est tout droit, déterminé, mais on manque de choix. Et notre rapport au monde s'en trouve perturbé. Ça ne s'arrête pas là. L'opinion généralisée, ce bruit ambiant. Les réseaux sociaux ont ça de génial qu'ils ont permis à chacun de s'exprimer. On n'a pas besoin de sonner la cloche d'une institution qui nous accorde le droit de nous exprimer. Non. Mais en mettant tout le monde au même niveau, à l'horizontale, en arasant tout le monde, ils ont aussi tout rasé. Le vrai, le faux, c'est difficile aujourd'hui, c'est indistinct. Les institutions, les politiques, les journalistes, les scientifiques même ont perdu du crédit. On a du mal à discuter. Pire, l'opinion est tellement immédiate, sans recul. On a une information sans cesse qui nous épuise, un rythme effréné. Pourtant, on vit à une époque où les outils devraient nous permettre une productivité géniale, devraient nous libérer du temps.
mais au lieu d'avoir 3 fois plus de temps, on envoie juste 3 fois plus de mails. C'est très pernicieux. Parce que dans ce scroll, ce geste simple, qui est une solution à cette quantité d'informations qu'on ne peut pas ingérer, on est obligé de zapper, de passer à autre chose, on ne peut pas s'intéresser à tout. Mais là se cache notre impatience et bientôt notre manque d'empathie. Dans ce scroll se cache ce qui tue notre rapport à l'autre. À moyen terme, il y a pourtant quelque chose d'encore plus vicieux, qu'on n'a pas encore forcément bien identifié. L'intelligence artificielle, c'est une révolution. Pas simplement parce que ça va changer un grand nombre de jobs et en remplacer certains. Non, non, c'est bien plus profond. Ça change notre rapport au soi. Auparavant, quand on avait une interrogation sur sa vie professionnelle, ses relations amoureuses, sa place dans le monde en somme, on pouvait se confier à un proche, consulter un psy, entrer dans une démarche introspective. Aujourd'hui, on demande à ChatGPT. Alors certes, ça va plus vite, il a des réponses à toute heure du jour et de la nuit, c'est pas cher, et ça peut créer, peut-être constituer une première base. Mais là où le bas blesse, c'est que ChatGPT, le chat à son équivalent en français, ne fait pas qu'apporter la réponse. Il pose aussi la question suivante. Et ce faisant, on délègue, on s'aliène. C'est cette vigie formidable de la technologie, Bruno Patino, que vous connaissez sûrement comme président d'Arte et comme auteur, qui nous met en garde. Les réseaux sociaux avaient mis le grappin sur l'attention. L'intelligence artificielle va plus loin. Elle capture la relation. Évidemment, on est encouragé à investir, à s'engager dans le lien avec la machine, puisque ses réponses sont plus précises, sont meilleures au fur et à mesure qu'on développe cette relation. Mais en réalité, c'est une aliénation. On délègue un pouvoir à une machine, à autrui, de décider pour soi, et ce faisant, on s'isole, y compris du rapport à soi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se résigne, on désespère, on jette l'éponge? Non, évidemment, bien sûr que non. Mais ce sont les illusions. On ne reviendra pas à une époque atechnologique, débarrassée de ça, les vertes prairies des films de Miyazaki. Non, le mouvement de fond est bien trop fort, on ne saura pas renoncer à tout ce confort. Mais il y a peut-être quand même une respiration, une lueur d'espoir. Ce que je propose, c'est que plutôt que d'essayer un hasardeux retour à l'état de nature, on cherche plutôt la richesse de l'état de culture. La culture, un socle pour garder la tête hors de l'eau dans une époque liquide. D'abord parce que la culture protège quelque chose d'infiniment précieux. La culture, c'est la survie de l'aléa, l'inattendu. Pour s'en convaincre, il suffit de lire une dystopie célèbre, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Un monde, un univers terrible, dans lequel, dès la naissance et même avant la naissance, on est assigné à une classe non seulement socio-économique, mais même cognitive. Nos capacités sont prédéterminées et on ne s'en sortira pas. C'est tellement désespérant que le héros, las de toute cette superficialité, ce manque de profondeur, un monde dans lequel il n'y a que la drogue et le sexe qui sont en abondance, finit, après avoir tenté de se rebeller, par mettre fin à ses jours. La culture, à l'inverse, c'est tout le contraire. C'est préserver l'inattendu. Ah, le choc. Je suis tombé sur quelque chose de différent, voire même de difficile. Tomber sur un os. À une époque où tout nous est donné, où les chemins sont tracés, où ce règne de la moyenne est partout, c'est révolutionnaire.
remettre en jeu chaque jour son existence. C'est d'ailleurs le sens étymologique d'exister. Exister, c'est un mouvement vers l'extérieur. Et il n'y a qu'au travers de ça, au travers de la survie de l'aléa et de l'inattendu, qu'on rebâtit un rapport au monde. Parce que soudain, on n'est plus à courber les chines, à ployer sous ces déterminismes. Non, on se redresse. On a cet espoir, cette lueur à l'horizon. La culture. Mais la culture n'est pas qu'un espoir. Elle est aussi un espace. Elle permet de préserver, d'entretenir la lenteur, le calme, mieux, la délicatesse. Vous êtes-vous déjà trouvé devant un tableau d'Aivazovski? Aivazovski, c'est un peintre russe. Et de tous, c'est peut-être l'un de ceux qui peint le mieux la mer. Quand on se trouve face à l'une de ses toiles, on est comme devant l'océan. On a presque l'impression que la brise nous passe sur le visage. Et en un claquement de doigts, on est téléporté dans un autre univers. Et on respire. De la même manière, la lecture active en nous le système parasympathique, celui qui, contrairement au sympathique, nous détend. C'est pour ça que c'est si facile de s'endormir quand on lit. Il y a un auteur que j'aime bien citer à cet égard. C'est Haruki Murakami. Il écrit des romans en japonais, plutôt ésotériques, dans lesquels on se trouve dans le monde réel et petit à petit on dérive vers le monde fantastique. Dans sa saga 1Q84, Haruki Murakami prend le temps de nous décrire par le menu comment son personnage principal, Tengo, prépare son repas. Il épluche son concombre, il cisèle son gingembre, il fait mijoter sa soupe miso, et il prend le temps. Cette saga fait 1800 pages et Haruki Murakami prend le temps de la lenteur. C'est un éloge de la délicatesse. Parce qu'avec lui, avec Tengo, aux côtés de son personnage, on vogue sans hâte sur la vie, doucement. Et on respire. Mais encore, la culture, c'est pas juste une alternative à un somnifère. Ce serait un peu réducteur. Non. C'est encore, pour terminer, peut-être la meilleure manière de cultiver une autre chose très précieuse. L'art de se poser des questions. Une époque de la donnée, c'est une époque où tout nous est donné. Alors, comment continuer à réfléchir? Comment ne pas finir comme l'humanité abrutie du film Wall-E? Comment continuer à chercher? À cet égard, il y a une notion que j'adore et que j'aimerais remettre au goût du jour. C'est une notion romaine qui s'appelle l'osium. Qu'est-ce que c'est l'osium? Par opposition au travail, le tripalium, l'osium c'est le loisir. Mais attention, pas n'importe lequel. Le loisir fécond. Lire, écrire, se balader dans la nature, se confronter à la sagesse des anciens, tout ce qui permet et provoque un élargissement, un enrichissement de soi. C'est ça le rôle de la culture, nous déplacer, parce qu'on est confronté à quelque chose qui nous élargit, qui nous déplace, qui nous bouge, qui complète notre identité. Je pense qu'on a tous été marqués par une expérience à cet égard, au gré de nos vies, chacune avec des œuvres différentes, peut-être la mosaïque qui compose notre identité et qui nous parle. J'en ai une. Quand j'étais en classe de première, notre professeur de français nous avait invités à découvrir une exposition photographique organisée par Amnesty International, l'ONG de sauvegarde des droits humains. J'y ai rencontré Koch. Koch venait de Skopje, dans un centre-ville en Macédoine du Nord. Il était laveur de pare-brise. Il avait 16 ans, comme moi à l'époque. Je l'ai rencontré, ou du moins son portrait en noir et blanc, et j'ai été déplacé.
Cette rencontre a fait dévier, comme les mondes de Murakami, le Jules d'alors, qui n'est plus le même que le Jules d'aujourd'hui. C'est ça ce que permet la culture. Alors face au doute, la culture nous permet de nous interroger. Face à ces chemins tout tracés, elle nous aide à reconsidérer d'autres voies, à les imaginer, à les envisager comme possibles. Dans une époque où personne ne sait exactement ce qu'il fait, où il va, où tout le monde semble un peu perdu, et c'est légitime, la culture est ce socle qui nous permet de garder la tête hors de l'eau, d'affronter l'époque liquide. Certes, on peut vivre sans elle, mais on vit mal. Avec elle, on a un cap, un horizon, un moteur et le carburant, un squelette et l'âme qui l'habite. Certes, c'est moins confortable, mais pour nous tous, et pour chacun d'entre nous, c'est nécessaire. Mieux même, c'est salutaire. Merci.